Bonsoir tout le monde, bonsoir Benoît et bienvenue à la Papa pour l'Europe. Le sujet des bénévoles, que ce soit dans le cadre du service civique, que ce soit dans le cadre du volontariat franco-allemand, est un sujet qui est largement discuté dans quasiment toutes les unions régionales et parmi un grand nombre de nos adhérents. Donc, nous sommes tous très curieux de savoir d'où il en est véritablement, quels sont les avantages, quelles sont les règles à respecter, quels sont les encadrements à prévoir. Donc, toutes les informations que vous pouvez nous donner ce soir sont les bienvenues. Je propose que si vous avez des questions, écrivez vos questions dans le chat et de temps en temps, on peut interrompre un peu votre intervention et voir quelles sont les questions qui ont été posées. Et si vous voulez poser des questions en direct, indiquez également dans le chat que vous demandez la parole. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Benoît Joly. Je suis chargé de mission depuis maintenant, ça va faire juin 2016 à la Maison de Rhénanie-Palatinat à Dijon. Et on organise du volontariat franco-allemand depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait et après, on va voir une partie qui va s'appliquer aussi dans le cadre du service civique plus généralement pour les cas, on va dire, plus conventionnels, hein. Voilà les points que j'avais prévu d'aborder. Après, voilà, s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter non plus à m'arrêter, faire un petit signe, comme ça, je verrai s'il y a des besoins. Et donc, je vais commencer un petit peu par l'histoire du volontariat. Donc, du côté allemand, c'est beaucoup plus ancien qu'en France. C'est quelque chose qui a commencé déjà dans les années 60-70. Donc, du côté allemand, normalement, vos partenaires, ça se trouve qu'ils ont déjà l'habitude d'accueillir des volontaires, que ce soit en FSJ ou dans d'autres programmes. Et c'est parce que c'était en parallèle du service militaire. En France, le volontariat franco-allemand, ça a commencé vraiment en 2007, donc c'est quelque chose d'assez récent. Et qui a aidé grandement le développement du volontariat, c'est le développement du service civique qui a été le grand cadre administratif pour mettre en place le volontariat en France. Donc voilà pour la petite histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions dessus. Auparavant, en France, il existait les bénévoles objecteurs de conscience Il y auparavant. avait des bénévoles, il y avait l'engagement, mettons, au niveau de la Croix-Rouge, c'était aussi possible. C'était pas aussi, on va dire, massif que le service civique. Et c'était pas un statut qui était pour tout le monde. Le volontariat, ça se fait chez nous dans le cadre du service civique, obligatoirement. Donc ça, je pense que la plupart, vous connaissez peut-être le statut ou pas, ou il faut que j'en revienne dessus un petit peu pour... Je pense que ça serait pas mal de revenir un peu dessus. Donc le Sur le service service civique. civique, ce que c'est que le service civique d'une façon générale. Donc, le service civique, c'est un volontariat organisé par l'État français au travers de l'Agence du service civique. Donc, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête, ce n'est pas un emploi, c'est vraiment quelque chose à part. C'est pour aider à l'engagement des jeunes pour des missions d'intérêt général. Après, peu importe le domaine, mais c'est vraiment l'intérêt général et un engagement bénévole. Donc après, je reviendrai sur la partie du cadre plus précis, avec les indemnités nécessaires, les obligations de chacun. Donc pour nous, ça se fait dans le cadre du service civique. Après, il y a d'autres formes. Peut-être que vous connaissez aussi les SVE pour certains, qui sont les volontariats européens. Mhm. Vous avez des volontariats qui n'ont rien à voir, mais qui s'appellent aussi volontariats, c'est les volontariats internationaux en entreprise ou en administration dans certains cas, Oui. où là, c'est des missions beaucoup plus... Pour moi, c'est pas de l'engagement bénévole, mais ça s'appelle quand même volontariat. Et après, il y a des volontariats type Croix-Rouge ou France Volontaire qui organisent eux-mêmes des volontariats en interne. Donc, et après, il y a toutes les petites associations qui font du volontariat international dans le cadre du développement Nord-Sud, où là, c'est des cadres encore un peu à part. Donc, chez nous, le volontariat, ça a commencé en 2009.
avec 7 volontaires. Le culturel, ça s'est développé à partir de 2014. Et nous, ça s'est vraiment développé à l'origine entre la Rhénanie-Palatinat et entre la Bourgogne. Ça, c'est important aussi. C'est grâce au partenariat entre les deux régions et au jumelage qui était en place. Chez nous, ça a pu se développer que comme ça. L'UCRB pour les anciens, Pour les qui était anciens. l'union régionale de tous les jumelages de Bourgogne à l'époque. Donc nous, c'était vraiment un projet régional qui s'était développé entre notre partenaire allemand, qui était à l'époque le FEJ de Cours. Donc c'était un organisme qui organisait du volontariat écologique en Allemagne. Et grâce au partenariat, on a pu développer un partenariat. Il y a un programme de volontariat franco-allemand. Le culturel, ça s'est développé par la suite parce qu'il y avait aussi une grosse demande à ce niveau-là. Donc après, il faut avoir en tête que le volontariat, ça demande quand même un certain accompagnement. Même si les jeunes sont là autonomes, il y a quand même besoin de les accompagner, surtout dans un cadre international. Donc chez nous, aujourd'hui, on est à 2 postes et demi temps plein, l'équivalent de 2 postes et demi temps plein. On va augmenter encore cette année parce que, surtout avec le Covid, là, ça demande encore plus d'accompagnement qu'avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi un petit peu en tête. Aujourd'hui, on est à 84 volontaires par an. Donc ça a considérablement augmenté depuis 2009. Donc après, c'est toujours dans les cadres des volontariats que nous, on propose, c'est des missions de 12 mois. Donc, je vais vous dire pourquoi. C'est simplement que quand vous accompagnez un volontaire allemand qui vit en France, surtout s'il est jeune, le temps de le préparer et qu'il s'adapte un petit peu à sa mission, ça peut durer 3 mois. Donc, après, le temps de vraiment en profiter, 6 mois, ça veut dire qu'il n'y a que 6 mois, enfin que 3 mois qui vont rester au cours de la mission, ce qui peut être des fois un peu juste pour réaliser un projet jusqu'au bout. C'est souvent le risque. Tandis que sur 12 mois, il y a plus de temps et on va dire que vraiment les 6 derniers mois, le jeune, il va pouvoir aussi profiter de sa vie en France ou dans le cas d'un Français en Allemagne, de sa vie en Allemagne. Est-ce que vous avez déjà des questions? Oui, il y a 2 questions qui ont été posées de la part d'Elisabeth. Quel âge ont ces jeunes et est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons? Donc, pour l'âge, c'est très variable. Ça dépend déjà de la provenance du volontaire. Les volontaires, si vous êtes dans le cadre d'un comité de jumelage, vous souhaitez accompagner et accueillir un volontaire allemand en France. Là, en général, des volontaires, il y en a beaucoup qui sont, on va dire, autour de 18 ans, 18-19 ans. Parce que en Allemagne, le volontariat, en général, ça se fait juste après le bac. Après, le volontaire, en général, il peut avoir jusqu'à 25 ans. Ça, c'est la règle maximale, c'est 25 ans au début du volontariat, dans le cadre du service civique. Dans le cadre du SVE, par exemple, ça va être prolongé à 30 ans. Donc ça, c'est à voir aussi les intérêts et les inconvénients. Dans le cadre de l'envoi, si c'est, mettons, vous avez un partenaire en Allemagne qui souhaiterait accueillir un volontaire français venant de votre commune ou de votre région, avec l'expérience, je dirais quand même que les Français vont faire leur volontariat plus tard, souvent après avoir commencé déjà un cursus supérieur. Et souvent, je dirais que le moment idéal, c'est quasiment après la licence, pour un certain nombre. Pour ceux ou après un BTS ou on va dire un début d'études supérieures. Ça répond à la question, je pense. Oui. Et l'autre question, c'était, parce que je ne vois pas les... Est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons? Donc, pour les filles, chez nous, en tout cas, on a plus de filles que de garçons. Après, ça va dépendre des programmes.
Le programme culturel, nous, c'est très fortement marqué. Il y a une majorité de filles. Euh, Programme écologique, nous, on a beaucoup de demandes de jeunes hommes à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup plus de missions qui sont, on va dire, un peu plus pratiques. Et là, c'est vrai il y a une certaine demande à ce niveau-là. Après, ça reste quand même majoritairement des filles. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je vais revenir sur le financement parce que là, je pense que c'est vraiment ce qui va vous intéresser, le mode de fonctionnement, ou il y a d'autres questions. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'autres questions. D'accord. Donc, les financeurs, dans le cadre du volontariat franco-allemand et dans nos cadres à nous, on a l'OFAGE, l'Office donc franco-allemand pour la jeunesse, que vous connaissez sûrement tous, finance une très grosse partie du programme et notamment les séminaires. Donc, parce que dans le cadre, je vais y revenir après, dans le cadre des volontariats franco-allemands, vu que vous êtes sur 12 mois, il y a 4 séminaires d'une semaine qui servent. Après, dans les cadres des financeurs, on a l'Agence du service civique qui, elle, s'occupe de verser l'indemnité pour les volontaires. Donc, que ce soit des volontaires français qui partent en Allemagne ou des volontaires allemands faisant un service civique en France. Donc là, vous êtes sur l'indemnité donc pour des Français qui partent en Allemagne, c'est 522,87 € actuellement. Et pour des volontaires allemands en France, vous êtes sur autour de 473 €. Ce qui s'explique, c'est les cotisations. Quand vous êtes en France, vous recevez un net. Vous recevez le net, tandis que quand vous partez à l'étranger, vu qu'il n'y a pas d'imposition, vous êtes sur le brut. Et après, dans le cadre de nos programmes à nous, les volontaires allemands qui arrivent en France sont envoyés dans le cadre de l'IJFD. Donc, c'est l'équivalent d'un service civique à l'international. L'avantage dans ce cadre-là, c'est pour l'accueil d'Allemands, c'est que les jeunes restent dans leur système allemand. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire qu'il y a plus de facilité administrative, notamment au niveau des assurances, c'est plus simple. Et en plus, ils reçoivent une petite indemnité de l'État allemand. Donc, nous, dans notre cas, nos organisateurs partenaires, c'est 2 organisateurs en Rhénanie-Palatinat, donc le Kulturbüro qui s'occupe du volontariat culturel en Allemagne et en Rhénanie-Palatinat, et le FOJ de Cours qui est l'organisateur du volontariat écologique en Rhénanie-Palatinat, mais qui a un agrément pour toute l'Allemagne. Donc, je reviens sur l'âge. Donc, c'est entre 18 et 25 ans. Ça, c'est le cadre du service civique, sachant que on a la possibilité, dans certains cas, d'accueillir des jeunes à partir de 16 ans. Après, donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est seulement si vous êtes dans un cadre international, il faut avoir en tête certaines lourdeurs administratives qui vont se rajouter, que ce soit pour la recherche d'un logement, signer un bail, ouverture d'un compte, ça peut devenir très compliqué quand le jeune est mineur. Ça veut dire qu'il va falloir absolument impliquer les parents pour la signature des contrats, pour les conventions, pour l'ouverture des comptes, donc voilà, ça c'est la question que chacun doit se poser. Quel accompagnement je suis prêt à mettre en place après derrière pour aider le jeune à venir chez moi ou à partir. Donc, dans le cadre du franco-allemand, chez nous, c'est 12 mois, toujours du 1er septembre au 31 août, parce que ça suit le cycle des vacances scolaires et des cycles universitaires, ce qui leur permet vraiment de faire une année de césure. Après, dans le cadre du service civique, en tant que tel, vous êtes libre de recruter à tout moment de l'année, ou presque. Ça dépendra des besoins, que ce soit au niveau du mois de mars, au niveau du mois de septembre. Par contre, il faut avoir un tout petit... avoir en tête que dans le cadre de l'accueil par tout hasard d'un volontaire français en France, ce qui est possible aussi. Là, il faut prévoir une mission beaucoup plus courte, c'est-à-dire de 6 mois,
et 8 mois maximum en ce moment, on va dire. Donc, la durée moyenne d'une mission, c'est 35 heures par semaine environ. C'est à rapporter sur l'ensemble de la durée de la mission. Donc, ça peut y avoir, mettons, pour l'organisation d'une manifestation, des heures supplémentaires, mais elles seront rattrapées plus tard en congé ou en journée de repos. Et la spécificité, comme j'avais dit, dans le cadre du franco-allemand, c'était vraiment les 25 jours de formation. Donc, c'est 4 séminaires d'une semaine chacun tout au long de l'année. Donc, dans le cadre de l'accueil d'Allemands ou d'étrangers en France, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une préparation aussi au séjour qui va être long, qui va être loin de la famille. Pour un certain nombre de jeunes, ça va être leur première expérience aussi loin de la famille, surtout s'ils viennent juste de sortir du bac. Donc là, c'est l'un des avantages. Et nous, ça nous permet en tant qu'organisme d'envoi et d'accueil d'assurer aussi un suivi pédagogique auprès des jeunes pour voir si tout se passe bien, répondre aux soucis. Et eux, ça permet, entre autres, pour eux, d'échanger avec d'autres volontaires qui participent au même programme et de voir, de faire un échange d'expérience entre eux. Donc, juste pour information, voilà, ça c'est les grandes lignes. Et après, on part sur une base de 2 jours de congé par mois dans le cadre du service civique. Sachant qu'après, on peut rajouter 2 jours exceptionnels pour l'orientation. Mettons, ça va être s'il y a besoin d'aller passer des entretiens d'embauche, participer à un forum pour l'orientation, ça fait partie intégrante du programme et du projet du service civique. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête aussi, tout au long du volontariat, de préparer l'après-service civique. Et après, il y a bien sûr des cas exceptionnels où il y a des jours supplémentaires qui peuvent se rajouter, mettons, s'il y a un proche du jeune qui a des soucis de santé ou un décès, ça, voilà, c'est aussi compris dans le cadre. Sachant qu'après, moi, mon conseil, c'est vraiment l'important aussi, c'est de créer une relation de confiance avec le jeune que vous allez accueillir, hein, ou que vous allez envoyer. Donc, et c'est vrai. Le nombre de jours de congé ou de choses comme ça, c'est important de s'y attacher. Après, voilà, la flexibilité, la bonne compréhension de chacun, c'est aussi le maître mot, on va dire, de la bonne réussite du volontariat. En ce qui concerne les congés, il y a une question d'Ulrich. Les jours fériés sont-ils en plus des congés? Oui. Donc, vous avez les jours fériés classiques et après, c'est vraiment 2 jours de congé par mois qui se rajoutent. Et une autre question, le volontariat et le service civique, est-ce que c'est la même chose? Le service civique est une forme de volontariat. Mais après, dans le volontariat, il y a vraiment énormément de formes qui existent. Le SVE, mettons, ça va être les indemnités ne seront pas les mêmes. C'est un système de développement où c'est le projet personnel du jeune qui va trouver sa structure d'accueil. Et dans ce cadre-là, vous pouvez faire une demande de subvention de SVE. C'est un peu moins automatisé et par contre, ça permet d'accueillir des jeunes jusqu'à 30 ans. Donc ça, c'est les... Enfin, en résumé, un service civique est un volontariat, mais un volontariat n'est pas forcément un service civique. service civique. Voilà. C'est ça l'important. Okay. Donc ça, c'était les grandes lignes. D'autres questions là Non, dans la question qui a été posée, c'est tout. Moi, j'avais une question à poser à Hélène. L'indemnité de l'État allemand, tu l'as, toi, de ton côté? En plus de ce que tu touches côté français? Oui, oui. Oui, d'accord, ok, d'accord. Donc après, moi, si vous êtes dans le cadre vraiment que du service civique seulement, la question qui peut se poser, par exemple, ça va être, est-ce qu'on peut proposer un logement en contrepartie? C'est parce que là, ça va être l'expérience fait que 473 € tout juste, ça peut être un peu
selon les régions, selon les zones, bien sûr, ça peut être un peu compliqué des fois. Alors, oui, je peux confirmer que l'aspect du logement, on doit en tenir compte du départ quand on fait le projet pour regarder si cela passe, hein. Nous, on a la chance sur Albertville on a trouvé un logement à 110 € par mois sur lequel Hélène, tu touches 103 € d'APL, hein, je crois. Donc, elle a un logement quasiment gratuit au total, quoi. Il y a là encore une autre question ou une remarque. Le nombre d'heures de travail est le même en Allemagne. Donc ça, c'est nous, chez nous, oui. C'est pour Mhm, une question d'uniformité entre les volontaires. On est basé sur une base de 35 heures ce qui est conventionnel en France. Après, le temps de travail peut augmenter jusqu'à 38h30 par semaine, sous condition quand même de régulariser à la fin, sur l'ensemble de la mission, que ça redescende quand même à 35 heures. mhm. Après, il y a quand même si le jeune fait parce que pour un jeune français, c'est possible aussi des fois de faire un volontariat dans le cadre allemand, dans le cadre d'un FSJ, où là, il sera sur les heures de travail et sur les taux et quotas horaires allemands. Donc, ça peut être quasiment 40 heures dans certains cas. Donc, après, je sais que nous, ce qu'on faisait aussi, euh, au début, pour des jeunes Français, surtout que des fois, au niveau linguistique, c'était un peu compliqué. Ils faisaient officiellement, ils étaient sur 38h30. Et par contre, les structures d'accueil les libéraient pour qu'ils puissent prendre des cours d'allemand parallèles pour améliorer leur intégration. Et ça, je pense que c'est vraiment important aussi à garder aussi en tête l'aspect linguistique interculturel. Après, ça va dépendre aussi de votre recrutement. Est-ce que vous avez la possibilité de recruter des personnes qui parlent déjà très bien allemand ou pas? Voilà, ça c'est. Et donc, il faut bien avoir en tête aussi que le service civique, l'idée, c'est que c'est ouvert à tous. En théorie, dans votre recrutement, il ne faut pas que la question linguistique devienne un frein trop important. Je peux demander la parole? Oui. Oui, il y a un point qui est important, c'est que vous ne parlez pas, c'est de l'agrément. Dans un service civique, il faut avoir l'agrément. Donc ça, on rentre dans les questions C'est très... important. Oui. Donc là, on rentre dans les questions très techniques. Donc pour le C'est la service question de civique... base. C'est la base. Nous, une association comme la FAP peut demander un un agrément. volontariat franco-allemand parce que vous avez l'agrément. Chose que dans un service civique, et pour avoir un service civique, il faudrait, par exemple, la FAP demande l'agrément auprès du préfet. C'est important, c'est le point quand même clé du service civique. Si vous n'avez pas d'agrément, vous ne pouvez pas avoir de service civique. Non. Alors que vous avez l'agrément, voilà. Donc on peut passer par vous pour avoir le service civique. Il faut faire très attention. Et c'est l'agrément qui vous est donné qui vous fixe les règles du service civique, du nombre de mois et du nombre d'heures que le service civique peut faire. Ça, alors, il y a la question d'Ulrika, quel agrément? En fait, pour pouvoir accueillir un service civique, il faut être agréé par, alors là, je ne sais pas exactement qui est-ce qui est agréé, c'est l'État français, je suppose? Ça peut être la préfecture. C'est la direction départementale de la cohésion sociale que vous contactez, qui, elle, fait sa demande directe auprès de la préfecture. Le préfet vous envoie donc le dossier et donc vous devez justifier la raison pour laquelle vous prenez ce service civique et la mission que vous cherchez à savoir. Dans les 8 référents que vous avez dans le cadre des services civiques, c'est surtout dans cette marge-là que vous devez avoir. Et le préfet vous dira oui ou non si vous avez cet agrément et vous l'avez pour une durée. Il vous le fixe, c'est-à-dire que vous avez l'agrément pour 3 ans ou 2 ans et en vous fixant le nombre de mois.
Alors Et, qu'avec... et les gens qui ont l'agrément, on a des stages, il y a des stages à faire, etc. hein, donc. Là, je vais revenir un petit peu après. D'accord, ok. D'accord. Après, je voulais aussi, faut bien avoir en tête que selon ce que vous allez demander comme agrément, ça ne va pas être les mêmes enveloppes. Il y a des agréments régionaux, il y a des agréments nationaux et il y a des agréments après qui permettent d'accueillir de l'international. Donc là, il faut vraiment faire attention au moment de la demande. C'est un certain travail aussi, je dirais. C'est pas forcément facile. Ça prend beaucoup de temps aussi à demander, à monter le projet, euh, à bien réfléchir le projet. Et des fois, c'est aussi une demande d'agrément pour un poste. C'est pour 6 mois, ça peut être beaucoup de travail des premières années. C'est à pas sous-estimer non plus. Et après, bien sûr, il y a les validations avec des formations, que ce soit selon le type d'agrément pour de l'envoi, pour de l'accueil, connaître le cadre du service civique. Et ça va dépendre aussi du type d'agrément que vous allez avoir et qui va vous être accordé ou pas. Donc, le coût, ça, je pense qu'aussi, ça intéresse quand même pas mal de monde. Donc, l'indemnité de volontariat dans le cadre du service civique, c'est 523 € en brut, 473 environ C'est ça, en net. net. Après, il y a la question dans l'accueil qu'il faut réfléchir aussi. C'est si vous n'êtes pas dans la possibilité de nourrir ou loger votre volontaire, vous allez devoir verser une indemnité complémentaire. Et là, ça va être à la charge de votre association. Donc, le montant minimum actuellement, c'est 107,58 €. Donc, ça veut dire qu'il faut le budgéter sur 6 mois, ça va faire 650 €, un peu plus. Sur 12 mois, ça va être 1100, 1200. 1300. Un petit peu 1300. Donc voilà, c'est des choses à budgéter. Selon la taille de l'association, ça peut être, pour un petit comité de jumelage, ça peut être compliqué. Je pense que pour une fédération, une fédération régionale, ça doit être plus envisageable. Après, ce qu'il faut garder aussi en tête, c'est la question de l'assurance. Donc l'assurance, ça va être notamment la sécurité, enfin la question de l'assurance maladie. Donc en France, ça pose pas trop de soucis parce que le jeune va être dans le cadre du service civique et là, ça va passer par la CPAM et au travers de l'assurance de la CMU. Dans le cadre de l'accueil, il y a 2 cas de figure. Il y a soit le jeune est, par exemple, étudiant, il a encore le droit aux assurances maladie universitaires ou d'étudiants, où là, ça fonctionne. Il faut juste que le jeune, là, s'assure que, que les frais de santé en France sont pris en charge. Dans le cas où ce n'est pas possible, il va falloir qu'ils prennent une complémentaire. Et ça, la complémentaire, ça peut être soit pris au niveau de la famille, soit à titre individuel. Donc ça peut, après, ça peut coûter 50 €, voire plus par mois pour le jeune. Et ça sera ses frais, ça. Et l'autre assurance qu'il faut avoir en tête, c'est dans le cadre de la mission en tant que telle, de la responsabilité civile, où là, il faut que le jeune soit couvert dans le cadre de ses missions s'il y a un accident ou s'il cause des dégâts. Donc là, dans la plupart des cas, chaque association a son assurance, ça ne pose pas de souci. Dans certains cas, ça nous est déjà arrivé, nous aussi, à devoir financer pour le jeune une assurance de responsabilité civile exprès pour la mission. Donc là aussi, ça peut monter jusqu'à 50 € par mois. Et après, pour nous, on a ce qu'on propose aux structures d'accueil, mais ça, c'est pas du tout obligatoire. C'est dans le cadre de nos programmes franco-allemands. C'est une contribution supplémentaire de 100 €. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas vous-même votre agrément. Et nous, on se charge de tout l'amont.
que ce soit pour l'accueil et pour l'envoi et des démarches administratives. Et là, nous, on vous demande 100 € par mois. C'est le cas de figure, par exemple, l'Union régionale AFA-PORA. Nous avons donc un service, un volontaire franco-allemand, Hélène qui est ici présente. Et donc, nous avons très concrètement, tous les mois, à notre charge, 107,58 € et 100 €. Voilà. Donc, 207,58 € qui reste à notre charge. Il faut le savoir, il faut le budgéter. Il faut savoir que ce montant-là on peut rentrer dans les demandes de subvention du Fonds de développement de la vie associative dans la catégorie fonctionnement qu'on a vu l'autre jour. Voilà. Donc, chez nous, cette contribution administrative, ça permet de payer une partie de nos salaires pour tout ce qui est accompagnement pédagogique des jeunes tout au long de l'année, organiser des visites de structures d'accueil, parce qu'on va quand même voir aussi sur place si ça se passe bien, ou des fois faire de la médiation dans des cas, ça arrive des fois où ça se passe, où c'est compliqué. Ça peut être aussi, nous, dans les 100 €, on a les assurances pour les jeunes, parce que tous les jeunes qu'on envoie, ils sont couverts. Donc là, c'est 50 € sur les 100 qui partent dans l'assurance. Nous, des fois aussi, ça nous permet aussi de financer et d'aider les jeunes pour des déplacements. Parce que des fois, on a des jeunes Français qui vont partir à l'étranger et ils ont besoin, ou on leur conseille d'aller faire une période d'essai avant d'accepter ou pas la mission. Et ça, actuellement, il n'y a pas de cadre prévu pour la prise en charge de ces frais-là. Donc, nous, pour nous, c'est important de pouvoir proposer ça à des jeunes qui ne pourraient pas en profiter autrement. Donc, après, est-ce que vous avez d'autres questions sur des coûts qui peuvent intervenir? La question de l'accueil du volontaire, proposer un outil de travail, un bureau, ça sera vraiment à la structure d'accueil de le proposer. Après, voilà, ça c'est ce que je vois. Oui, alors très concrètement, pareil, nous, quand on a décidé d'avoir une jeune volontaire franco-allemande, on a fait en sorte d'avoir un local dans lequel elle puisse exercer. En l'occurrence, c'est à la Maison des associations d'Albertville. On a un local qui nous est attribué, sur lequel on paye une location. Il faut savoir, c'est des frais aussi, tout ça. On ne paye pas très cher, on paye 265 € par an. Mais bon, c'est quand même des frais, il faut en tenir compte. Et il faut tenir compte aussi des frais de transport. Par exemple, Hélène est intervenue l'autre jour sur la région de Saint-Étienne. Bien évidemment, on lui a remboursé ses frais de transport. Donc, il faut savoir tout ça. Donc, il faut le budgéter à l'avance parce qu'autrement, on peut avoir de mauvaises surprises. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que le travail d'Hélène nous amène à un très grand service au niveau de l'Union régionale. Voilà. Donc, nous ne regrettons pas, d'ailleurs, nous avons postulé pour l'année prochaine. Est-ce que pour les 100 €, à l'inverse justement d'une association, il faut déjà, pour avoir l'agrément, c'est qu'on a un siège. Et c'est important ce que vous disiez, toute association qui n'a pas de siège social à son titre propre ne peut pas bénéficier d'un service civique. Deux, les 100 €, nous, l'association, elle les perçoit directement. C'est-à-dire que l'association, elle ne doit pas par contre servir ces 100 € pour faire indirectement compléter, équilibrer les 107,58 €. Ça, ils sont très à cheval. Lorsqu'on nous contrôle, ils nous disent toujours à quoi ont servi ces 100 €. Et donc, on peut justifier par justement tous ces frais qu'on a indirectement pour donc les frais d'assurance, tous les frais annexes. Donc, tout ça, c'est rentre dans les 100 €, mais c'est l'association qui la touche. Alors que là, c'est pas l'association qui touche les 100 €. Non. Et les 100 € contribution administrative, c'est une fois par stagiaire. Non, nous, là, c'est par mois. Par volontaire. Oui, mais c'est que nous, on va organiser en plus les séminaires une fois en France, enfin, il y a 2 séminaires en France, 2 séminaires en Allemagne. Ça représente quand même pas mal. Il y a l'assurance maladie des jeunes qui est dans les 100 € aussi.
Il y a les formations civiques et citoyennes, donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. C'est un petit coût obligatoire dans le cadre du service civique. On va dire ça coûte environ 100 euros de formation. Après, il y a des formations qui sont plus ou moins chères, ça dure une journée et c'est obligatoire. Et il y a la formation PSC1 qui est obligatoire aussi pour les volontaires français et pour les volontaires allemands aussi qui sont en France. Ça, c'est... Et on paye ça une fois par mois ou une fois par stage, par volontariat? Administratif chez nous, dans le cadre de notre programme, c'est une fois par mois. Ok. Nous, on le paye par virement tous les mois, c'est programmé. Et donc, tous les débuts de mois, il y a 107 euros qui partent chez Hélène et 100 euros qui partent à la maison Rhénanie-Palatinat. Après, nous, l'intérêt, si vous passez par exemple par nous, c'est que vous n'avez pas besoin de vous occuper de recruter votre volontaire. On va chercher des volontaires en Allemagne déjà directement. Vous n'avez pas besoin. Oui, parce que vous faites une présélection, disons. Une présélection, on est présent et on propose déjà des missions qui sont visibles d'Allemagne. Donc, dans le cadre d'un recrutement, vous dites, tiens, j'ai envie d'avoir un jeune Allemand qui vient chez moi. C'est la question aussi qui se pose, comment je le recrute? Si vous n'avez pas les réseaux de l'autre côté pour avoir ces candidatures ou toucher ces personnes, ça peut être compliqué. Nous, l'année dernière, très concrètement, on a reçu 6 candidatures par l'intermédiaire de la maison de Rhénanie-Palatinat. Par contre, quand vous les recevez, à savoir que c'est vous qui devez contacter derrière. C'est une petite chose qu'on ne savait pas. Donc, nous, on avait reçu les candidatures, puis on était là dans l'expectative en disant ça bouge pas, c'est étonnant. C'est nous qui devons ensuite quand même contacter les jeunes pour savoir. Donc, du coup, on a failli passer à côté l'année dernière à cause de ça, parce qu'on n'avait pas contacté tout de suite les jeunes pour leur dire voilà la mission. Et après, la sélection finale, c'est quand même nous qui l'avons faite. Voilà. Et le volontaire aussi qui a accepté. Et le volontaire qui a accepté, tout à fait. Ça, c'est important aussi. Il faut que ça matche entre les deux. Voilà. Et pauvre Hélène, on a été trois vieux cheveux blancs là, qui l'avaient accompagnée. Elle a dû se dire chez qui je suis tombé. Mais bon, maintenant elle dit qu'elle a 3 papilles en France. Alors, donc c'est bon. Au niveau des coûts, c'est à peu près bon pour le moment ou il y a d'autres questions? Non, juste une chose, prévoir également bien penser. Alors, c'est pas forcément un coût, mais c'est le moyen de transport pour le jeune pour aller de son logement jusqu'au bureau. Ça s'anticipe également. Bon, nous, on a la chance d'avoir trouvé à moins de 2 km du bureau le logement. Et donc, on a fourni un vélo à Hélène. Puis après, quand il fait mauvais temps, il y a des transports en commun. Voilà. Mais c'est quelque chose, faut penser à tous ces aspects-là. Voilà. Après, je dirais que c'est, avec l'expérience, ça dépend aussi des configurations locales. Oui, bien sûr. Nous, on a des partenaires qui sont à Aix où là, c'est très, très cher. Donc, eux, ils sont obligés ils soutiennent les volontaires aussi dans la carte de transport, dans les hébergements. Après, on a aussi des cas de volontaires qui sont vraiment dans des petits villages où les coûts de transport sont dérisoires. Ou les petites villes, comme Albertville. Dans les petites villes, c'est le vélo, ça suffit. Ou on peut même. Et une question d'Elisabeth. Pouvez-vous nous expliquer en détail le genre de mission possible? Je pense que ça va faire partie de la suite de la présentation. Le genre de mission possible, c'était, et c'est là que ça demande aussi beaucoup d'accompagnement et de présence. Donc pour les missions, c'est vraiment, faut avoir en tête que c'est une mission d'intérêt général, que ça doit profiter à un public, si possible, que par exemple, ça peut être dans les cadres des comités de jumelage, en général, ça ne pose pas de souci, parce que vous avez soit la possibilité de développer des relations dans un cadre européen, où là, ça rentre totalement dans le cadre des missions du service civique et d'intérêt général, soit dans le cadre, ah tiens, on va travailler avec des jeunes.
Et là, le travail de jeunesse fait partie aussi des cadres totalement encouragés dans le cadre du service civique. Il y a d'autres domaines qui sont aussi soutenus, ça va être le sport, par exemple. Toutes les rencontres sportives, ça fonctionne aussi. Euh, tout ce qui est entraide intergénérationnelle, ça fonctionne aussi. Le lien social, euh, la culture, bien sûr, dans notre cas, la culture, et depuis maintenant, et de plus en plus, tout ce qui est autour du développement durable. Donc, nous, on a plein de partenaires qui commencent à nous demander, ils sont en train de développer tout ce qui est filière courte, éducation à l'environnement, éducation à la consommation raisonnée, voire écologique. Là, ça fonctionne aussi. Ça fait partie des prérogatives du service civique et ça évolue de temps en temps. Donc là, vous allez sur le site de l'agence et c'est eux qui vont vous donner les grandes lignes dans lesquelles votre projet peut rentrer. Je peux peut-être prendre l'exemple concret de ce que l'on fait au niveau d'AFAP. Hélène, si tu veux dire un peu quelles sont tes missions d'une façon globale, puis je compléterai. Donc, je travaille avec AFAP sûrement et la Maison de l'Europe et je prépare par exemple des séminaires ou si on a une conférence en visio, les quiz franco-allemands qu'on fait chaque mois et aussi les quiz Europe et dans les lycées et collèges je participe ou ne participe pas mais je fais des interventions avec les classes allemandes, mais aussi les classes du 6e pour faire la pub pour prendre allemand comme deuxième langue. Oui. Oui, et puis tu as fait également d'autres missions qui sont des missions, je dirais, un petit peu entre guillemets, de secrétariat. C'est-à-dire quand on lance une action, elle fait le suivi de cette action auprès des jumelages, les relance. Il y a tout ce travail-là qui est important. Comme elle a dit tout à l'heure, on travaille en partenariat avec la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, et elle fait aussi pas mal d'actions pour la Maison de l'Europe d'Albertville et de la Savoie, pareil, pour les aider à préparer une réunion, pour les aider dans des actions qui sont souvent des actions communes, Maison de l'Europe et AFAPORA, donc Union régionale. Hein. Ce qu'elle ne vous a pas dit aussi, c'est certes, elle intervient dans les écoles, mais elle intervient dans les écoles, pas simplement dans la région d'Albertville, mais sur l'ensemble de la région. Hein. C'est comme ça qu'il y a 3 semaines, elle était sur Saint-Étienne, où elle a fait la moitié d'une semaine, elle est intervenue auprès de 14 classes pour promouvoir l'allemand dans les classes. Voilà. Et Et j'ai puis il y a fait d'autres aussi projets. Oui, vas-y. les émissions dans les radios. Voilà. Également, on est régulièrement interviewé sur Radio Chrétienne Savoie. Donc, Hélène intervient sur ces missions-là. Et puis, depuis hier, on le sait, elle va intervenir sur Radio Altitude, Oui. puisque la personne qui fait les interviews loge dans le même bâtiment de Maison des Associations d'Albertville. Donc, on aura une voix au niveau de toute la région montagne, je dirais, par l'intermédiaire d'Hélène. Voilà. Vous voyez que les missions sont variées. Ce n'est pas qu'une mission envers des jeunes, ce n'est pas qu'une mission de paperasse pour préparer quelque chose. Et on fait en sorte qu'elles sortent le maximum aussi pour rencontrer le maximum de gens possible. Alors cette année, c'est un peu compliqué avec la période de confinement. Beaucoup de projets, beaucoup de jumelages aimeraient la recevoir, mais ont des oppositions des écoles et des établissements scolaires en général. Mais voilà, c'est quand même sa mission. C'est une mission qui est très vaste et très, très variée. Je pense que tu ne fais pas 2 fois la même chose dans la journée. Hein. Non, jamais. Alors, il y a une question de Lucien. Si je ne me trompe pas, sur le site de l'OFAGE, il y a possibilité de trouver des jeunes qui cherchent des missions. Et il existe dans le cadre des programmes de l'OFAGE une indemnité de déplacement. Alors oui, mais on ne parle pas tout à fait des mêmes missions, je pense, Benoît.
Et non, ce n'est pas tout à fait les mêmes missions. L'indemnité de déplacement, elle y est, mais c'est donc si c'est du volontariat franco-allemand financé par l'OFAGE, ça va être que pour les lieux de séminaire, que pour les déplacements sur les séminaires. Euh, Après, dans certains cas, on peut faire des demandes de financement auprès de l'OFAGE pour des déplacements. Après, c'est vraiment au cas par cas, ça. Mais en général, non, pas d'indemnité dans le cadre franco-allemand. Euh, Et ce que je voulais revenir quand même, la mission de service civique, ça ne doit pas être un remplacement de poste ou un travail purement administratif, hein. C'est vraiment, faut vraiment voir l'aide du jeune qui sera en volontariat comme un soutien, comme un complément, comme quelque chose que vous pourriez ou que vous n'auriez pas le temps de faire autrement. Mais il faut aussi avoir en tête que vous n'avez pas la protection contractuelle que vous pourriez avoir avec un employé. Donc, si par tout hasard, le jeune a des soucis ou il a envie de rentrer chez lui parce que il est trop loin de sa famille, les recours sont un peu moins, sont plus compliqués. Voilà. Mais je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est que ça se passe en humanité et on est là pour l'amitié franco-allemande. On n'est pas là pour. Ce n'est pas un job, hein. Non, Ça, non, il faut bien faire attention. Ne jamais dire que c'est un job. Ne jamais dire que c'est un stage. Ne jamais dire que c'est un emploi, bien entendu. Ce n'est rien de tout ça, hein. C'est vraiment une aide bénévole, un une engagement. aide bénévole, non rémunérée. Elle est juste. On appelle ça comment? C'est un défraiement, en fait. C'est une indemnité, oui, c'est ça. Indemnité, c'est juste pour faciliter. Alors attention à ceci, c'est quand on remplit les documents par rapport, entre autres, pour les demandes des APL, où ils ne savent pas le classer, parce que pour eux, c'est soit on est dans la case des salariés, soit on est dans la case des non-salariés, mais à ce moment, on ne doit rien toucher. Voilà, c'est un peu difficile à ce niveau-là, mais voilà, c'est à savoir. Mais ne jamais utiliser ni le mot emploi, ni le mot stage, ni le mot même mission, je ne sais pas si on peut l'utiliser, mission. Mission maintenant. Ici, c'est la mission, c'est la définition même d'un service civique, c'est le mot de mission. Oui. Et il y a eu justement des jurisprudences actuellement, et on voit bien les préfectures sont attaquées, alors que les préfectures, c'est elles qui nous donnent l'agrément, elles sont attaquées parce qu'elles ont pris des jeunes en service civique et les ont pris en guise de remplacement, au même titre des collectivités. Et aujourd'hui, elles sont attaquées parce que les jeunes se retournent en disant on fait un travail déguisé. C'est une mission, pas un travail, hein. C'est important, ça, il faut bien le souligner. Et moi, je sais qu'en travaillant justement dans l'envoi et dans l'accompagnement des jeunes, c'est quelque chose que je vois régulièrement. On est la frontière entre l'emploi déguisé et la mission, des fois, c'est très très mince ou très flou. Donc ça, c'est vraiment... et je veux dire, les engagements du jeune, si du jour au lendemain, il décide non, que ça ne va pas le faire, il faudra faire sans. Donc, quand vous montez votre projet, il ne faut pas se dire, bien sûr, oui, vous comptez sur le jeune et le jeune, il va être content de s'investir dans le projet, mais il y a un risque. Donc après, c'est à chacun de créer cette relation de confiance, de bien penser la mission en amont, de bien réfléchir aux missions et aussi de s'adapter peut-être aussi aux besoins du jeune et aux envies de la personne qui va être accueillie. Ça, c'est important. La meilleure des récompenses qu'Hélène nous a dit, elle me l'a encore redit ce matin, c'est de toute façon, j'aime bien et je préfère être ici en France plutôt que de retourner en Allemagne s'il y avait un confinement ou autre. Ça veut dire qu'elle se sent bien, qu'elle se sent en confiance. Et ça, c'est vraiment je crois que le mot, Benoît, que vous venez de dire est tout à fait exact. Il faut vraiment que la relation soit basée sur la confiance, hein. Donc, ça demande une certaine souplesse aussi. Il faut comprendre
que, entre autres cette année, pour Hélène, c'est quand même pas très facile. Elle s'est retrouvée quand même confinée pendant un mois. Heureusement, on avait obtenu qu'elle puisse quand même aller au bureau pour aller travailler, qu'elle soit pas confinée dans sa chambre de 10 mètres carrés. Ça aurait été un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Il faut aussi prévoir sur place une structure d'accompagnement. Là, très concrètement, ça n'aurait pas été possible si sur Albertville, je n'avais pas le président de la Maison de l'Europe qui était présent et une équipe de la Maison de l'Europe qui pouvait venir au moins au début, un peu en soutien à Hélène. Bon, après, au bout d'un moment donné, elle se fait des connaissances. Ça a été un peu plus long cette année, puisqu'on ne pouvait pas trop se rencontrer, hein, puisque le présentiel est difficile. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir compte. Il faut réfléchir à tout cela avant de lancer le projet. Voilà. Hélène, tu voulais dire quelque chose, oui. Oui, je voulais dire que je ne pourrais pas être plus heureuse avec ma structure. J'aime bien être ici et je ne veux pas reviendre en Allemagne. C'est super ici, donc. Je ne l'ai pas payé hein, pour ça. Hein. Vous voyez, dans le sens de Raymond, ce qui est important, c'est que maintenant, on sait ce que fait, ce que la mission qu'a et que mène justement Hélène. Et on vient d'avoir ces jours-ci la Haute-Loire qui a eu des échos et le Puy-de-Dôme, qui est important puisque la responsable, donc l'inspectrice d'académie a su ça et on doit la rencontrer. C'est une première, elle est très heureuse qu'on puisse avoir justement un volontaire franco-allemand qui se déplace dans les écoles donc de la Haute-Loire, puisque c'est l'Auvergne, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Donc, ce qui veut dire que ça aussi, c'est une attente de ce volontariat. Hein. J'ai une question. Peut-on contacter la maison Rhénanie-Palatinat? Oui, bien sûr que vous pouvez contacter la maison Rhénanie-Palatinat. Vous précisez quand même que vous faites partie de la fédération, mais ils commencent à bien nous connaître, puisqu'on ne se connaissait pas il y a 8 mois en arrière. Maintenant, on est assez régulièrement au téléphone ensemble, ne serait-ce qu'au début, parce qu'il a fallu régler quelques petits problèmes administratifs où on ne comprenait pas très bien comment ça marchait. Mais voilà, je crois qu'on a créé je ne pense pas me tromper, Benoît, en disant qu'on a créé une relation de confiance aussi à ce niveau-là aussi, quoi. Hein. Et c'est important. Pour nous, vous êtes aussi des partenaires qui rentrent totalement dans le cadre du développement du franco-allemand. Et ça, oui. Nous, on n'a pas trop de soucis au niveau régional, mais c'est vrai qu'au niveau national, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des régions qui sont moins bien dotées que nous. Qu'en Bourgogne-Franche-Comté, c'est ce qu'on disait, avoir notamment en France un jeune Allemand qui vient pendant 1 an, qui va parcourir la région, qui va aller faire des interventions dans des MJC, qui va monter des projets de rencontres avec des communes partenaires. C'est ce qui va rendre le franco-allemand et la coopération franco-allemande visible par des Français. Tout à fait. On va complètement dans ce sens puisqu'il a été proposé à tous nos adhérents et non-adhérents d'ailleurs que s'ils le souhaitent, Hélène puisse intervenir auprès de leur jumelage. Alors avec 3 interventions à 3 niveaux possibles. Un niveau dans le cadre de ce que j'appelle la journée de l'amitié franco-allemande, mais qui peut se faire du mois de janvier jusqu'au mois de mai, peu importe, parce que ce n'est qu'un vecteur, mais dans lequel donc elle va aller intervenir dans les établissements scolaires pour présenter l'Allemagne. Ça peut être dans le cadre du quiz pour l'Europe que l'on propose chaque année, où elle va aller présenter un quiz sur l'Europe dans les collèges ou dans les lycées. Mais ça peut être aussi au niveau des jumelages, sur une réunion d'un soir pour essayer d'animer une réunion ou de répondre à des questions ou essayer d'organiser, si les gens le souhaitent, on propose surtout cette année de confinement des petites visios en partant sur un thème, chaque mois un thème différent, c'est ce que Hélène évoquait tout à l'heure, un petit quiz que l'on a appelé « Et si l'on apprenait à se connaître ». Voilà, donc elle peut intervenir aux 3 niveaux, donc que ce soit au niveau des
9-12 ans, que ce soit au niveau des 14-18 ans, que ce soit au niveau des adultes. Elle peut intervenir à chacun des 3 niveaux. Et dans le même jumelage, elle peut intervenir aux 3 niveaux si elle le souhaite. Et si le jumelage le souhaite aussi. Voilà. Attention, Raymond, hein. Il faut qu'elle Oui. soit toujours cadrée. Hein. Elle ne Oui, doit oui, par jamais... contre, oui, ça c'est important. On ne l'envoie pas comme ça dans la nature. Toujours Ça, on y qu'elle fait attention. Il y a toujours ait... un encadrement. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mot qu'on a employé dans le service civique, il faut qu'il ait un tuteur. Et on suit les Ah oui, c'est formations vrai, ça. de tutorat, et on doit toujours être avec son tuteur ou son représentant. En aucun cas, vous devez envoyer en mission une personne seule, c'est considéré qu'elle va travailler déguisé. Il faut que le tuteur l'accompagne ou son représentant. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même des règles assez strictes. Oui. Alors justement, dans le volontariat franco-allemand, on n'a pas besoin de formation de tuteur. Oui, non. Oui, non. Ça va dépendre des Obligatoire programmes. dans le service civique. Ça va dépendre des programmes. Je sais que nous, dans nos cadres, dans nos programmes à nous, on propose des formations à nos partenaires pour bien rappeler les bases du service civique, toujours avoir une personne disponible, voire 2, avoir une personne référente pour que ce soit pour l'accompagnement pédagogique ou pour l'accompagnement du volontariat en tant que tel, passer des entretiens. Nous, on va s'assurer auprès du volontaire aussi si ça se passe bien ou pas. Et cette notion de tuteur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, surtout au début. Tout au long de la mission, bien sûr, mais c'est vraiment cette personne qui va favoriser la bonne intégration du jeune ou de la jeune dans sa mission. Et je dirais que surtout au début, c'est vraiment un emploi ou un travail à quasi temps plein. Et il ne faudra pas hésiter, surtout dans le cadre interculturel. Des fois, il faut avoir en tête que des fois, la communication elle est un peu plus compliquée, qu'il y a des risques de mauvaise compréhension. Ça arrive aussi. S'assurer que c'est bien compris, que tout se passe bien, ça c'est vraiment important et c'est le rôle du tuteur. Après, c'est pas forcément la même personne, ça peut être plusieurs personnes référentes, mais au niveau du tutorat, c'est important aussi de bien identifier qui fait quoi. Que le volontaire ou la volontaire sache aussi à qui s'adresser dans les différentes situations, dans les différents cas. Alors, dans le cas présent, cette année, il est vrai que le tutorat, on est obligé de le faire en partie en visioconférence, mais ça, ce n'est pas grave. Hélène, quand elle travaille, moi j'habite à 25 km, donc pendant le mois de novembre, je n'ai pas pu me déplacer, j'étais au-delà du périmètre. Hein. Mais le tutorat s'est fait quand même très régulièrement par visioconférence, où tous les jours, on vérifiait, on regardait, on se contactait au moins une fois par jour pour regarder où on en était dans les dossiers, comment on pouvait avancer, si elle avait des soucis, si elle avait des questions. Et elle sait que si elle a moins de questions, elle peut m'appeler, je réponds dans la foulée, quoi. Hein, voilà. Donc le tutorat, en effet, c'est très important, mais ce n'est pas forcément un tutorat en présentiel. Ça peut être du présentiel à distance ou du présentiel présent, quoi. Si on peut s'exprimer ainsi. Alors c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier avec toute la pandémie. Ça fait 1 an qu'on patine un petit peu à ce niveau-là, mais bon, on arrive à trouver des solutions. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, Raymond, c'est que dans le service civique, c'est obligatoire. Tu suis Oui, ta oui, je suis bien. formation. Je sais. Et tu as un diplôme qu'on te remet en t'étant que tu es référent de ta personne. Personne d'autre dans l'association ne te peut servir de tuteur. Seules les personnes, il peut en avoir 2 ou 3, mais ce sont les seuls qui sont référents auprès de la mission qu'elle a confiée. Et ça, c'est important parce que il y a des gars qui ont été épinglés sur Stéphanois, qui ont vu qu'il y a des personnes qui ont cadré sans avoir fait le tutorat et on leur a enlevé l'agrément. Donc après, ça, c'est le risque que vous avez quand vous faites vous-même votre demande d'agrément en interne.
Mettons l'intérêt de passer par une association comme l'association, enfin la Maison de Rhénanie-Palatinat, c'est que nous, on a des référentes pédagogiques qui, elles, sont formées pour le tutorat, accréditées par l'Agence du service civique. Et donc voilà, c'est aussi nous, dans le cadre de notre programme à nous, on a un tutorat partagé, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Il y a un tutorat de la partie de l'association qui envoie le volontaire. Il y a le parti de tutorat pendant les séminaires aussi, qui est présent, qui est partagé, qui est pris par des organismes partenaires. Et après, le tutorat dans la structure d'accueil. Et donc, Question de... et nous, Pardon. ce que je disais, c'était important. Donc là, l'année dernière, on n'a pas réussi parce qu'avec le Covid, c'est un petit peu chamboulé tous nos plans. Mais nous, tous nos partenaires, on les invite tous les ans. On organise des formations pour les tuteurs. On rappelle les règles, comment ça fonctionne. Et pour les tuteurs aussi, c'est très important parce que ça permet d'avoir un temps d'échange entre tuteurs et d'échanger les bonnes pratiques et d'identifier peut-être des difficultés rencontrées. Donc, je pense que là, celle qu'on aura au mois de mai, probablement 2020, ça va être aussi assez riche, notamment avec toutes les contraintes qu'on a eues avec le Covid, le distanciel qui s'est rajouté, où ça a quand même aussi demandé beaucoup plus d'accompagnement et de présence et de disponibilité que ce qu'on avait eu auparavant. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Donc, deux questions d'Ulrike. Et la Maison Rhénanie-Palatinat peut organiser pour toute la France? Alors, en fait, oui, hein, je crois que vous pouvez. Nous, on vous a choisi comme interlocuteur parce que d'abord, vous étiez une association franco-allemande. Donc, en pensant que par ce biais-là, vous alliez répondre à des problématiques franco-allemandes en priorité. Pour nous, c'était plus simple. Hein. Alors, il existe d'autres. On aurait pu passer par d'autres structures. Je crois qu'Hélène, pas Hélène, Barbara, tu nous en avais proposé d'autres, hein, je crois. Oui, on en Mais avait trouvé toute mais une liste sur oui, l'Internet. mais il faut que la structure soit validée pour la partie interculturelle, parce qu'on est dans le cadre du culturel. Hein. Donc il y a ça. Et puis, qui organise les rencontres et déplacements, école, comité, etc. Hélène ou les tuteurs, ben, je dirais un petit peu tout. À ce niveau-là, qui organise les rencontres et déplacements. Hélène peut très bien prendre l'initiative d'un déplacement, bien sûr, en se référant auprès de moi, ça c'est évident, en tant que tuteur. Ça peut être les écoles qui le demandent, et Hélène me transmet la demande et on la valide ou on en parle au minimum. Les comités aussi. Hein, donc, c'est toujours, de toute façon, une décision qui va être commune entre Hélène et moi en tant que tuteur, mais à la sortie, en tant que tuteur, c'est moi qui dois donner le feu vert, hein, de toute façon. Voilà. Je ne me trompe pas, Benoît, hein, on est d'accord. C'est vraiment au cas par... Enfin, après, ça dépend des projets, des rencontres, des constellations locales aussi. Hein. Je sais que, mettons, nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on est relativement bien organisé, où la région travaille beaucoup pour les jumelages. On a des maisons de l'Europe aussi chez nous. C'est des partenaires qui font énormément de demandes auprès de nous et des volontaires en général. Parce que eux, ça leur fait partie de leur mission et les volontaires rentrent aussi dans le cadre de ces missions-là. Donc après, voilà, c'est aux volontaires de choisir s'ils sont disponibles ou pas, si ça devient trop lourd ou pas. Mais ça remonte de tous les sens. Et après, il y a les cas où les volontaires, le fait d'avoir des activités toutes bêtes, d'aller faire du sport dans une association, va rencontrer peut-être une prof qui elle-même fait partie de l'association. Et cette prof va se dire, ah bah tiens, ça serait bien que, est-ce que tu voudrais pas intervenir dans mon établissement pour faire une présentation de l'allemand? Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables.
Je voulais aussi revenir la question de passer par un organisme tiers. C'est aussi pour le recrutement. On vous facilite quand même un petit peu les démarches. Par contre, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi garder en tête. Ça prend un certain temps. Donc, chez nous, par exemple, pour un début de mission au mois de septembre, les candidatures ouvrent du côté allemand dès le mois de janvier. Donc, ça veut dire qu'il y a 9 mois entre le moment où le jeune va pouvoir déposer sa candidature et le moment réel de départ de mission. Donc, après, nous, ce qu'on demande, c'est donc les candidats peuvent envoyer les candidatures dès le 1er janvier. Nous, on a une bonne aperçu des structures qui souhaitent accueillir des volontaires, on va dire mi-mars. Donc, ce qu'on demande en général, on vous contacte au mois de novembre pour savoir si vous êtes intéressé pour accueillir un volontaire l'année suivante et on espère avoir pour mi-mars au plus tard des réponses définitives. En sachant que la date de candidature en tant que structure d'accueil doit être déposée pour le 15 janvier au plus tard, si je me souviens bien. Voilà, c'est après, dans certains cas, on peut aussi un petit peu plus tard, mais ça dépend vraiment des années aussi. Alors, peut-on partager un VFA sur 2 associations? Donc oui, ça C'est ce que l'on fait au niveau d'AFAPORA. Ça se fait dans pas mal de configurations. Je sais que d'autres partenaires le font aussi, notamment dans le sport, ça se faisait pas mal. Et même ça, c'est quelque chose à peut-être envisager, surtout sur des missions longues. Si vous dites, ah ben non, dans le cadre de mon activité, j'ai pas de quoi, entre guillemets, occuper le jeune à temps plein. Et nous, c'est la question qu'on s'était posée. On avait dit, est-ce qu'on pourrait utiliser un jeune franco-allemand, un volontaire franco-allemand toute l'année sur les missions d'AFAP? Et on en a parlé avec la Maison de l'Europe d'Albertville et on s'est rendu compte qu'en fait, là aussi, on peut être totalement complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a choisi de le faire ensemble, même si officiellement, c'est AFAP qui est la structure d'accueil. Mais on l'a dit, d'ailleurs, ça a été signalé depuis le début que ça serait fait en lien avec la Maison de l'Europe d'Albertville. Donc ça, c'est des choses possibles. Après, voilà, par contre, c'est important de bien identifier la répartition, l'organisation. Après, là, il y a la contrainte que je vois dans les missions partagées en général, surtout si c'est partagé en parallèle, c'est-à-dire, mettons, le volontaire va faire les matins dans une structure et les après-midi dans un autre endroit. La question de la géographie. Nous, on a réglé le problème, c'est les 2 bureaux sont l'un à côté de l'autre. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut aussi réfléchir un petit peu. On a eu des cas, avec l'expérience, des cas aussi de changement de structure. Mettons, ça a commencé 6 mois dans une structure et au bout de 6 mois, on a fait 6 mois dans une deuxième structure. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent arriver. Et après, je disais aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est dans les attentes, il ne faut pas avoir non plus, ça c'est mon conseil, d'avoir des attentes trop élevées en matière des candidats. Hein. Ce n'est pas l'idée non plus. Il ne faut pas que vous dites ah ben non, je veux quelqu'un absolument qui a un C1 en français et qui a fait 2 masters. Ce n'est pas l'idée non plus. Parce que là, vous rentrez à nouveau dans le cadre de l'emploi déguisé. C'est beaucoup plus souple que la structure, disons, service civique, parce que c'est interdit en service civique de servir sur deux structures. C'est la structure qui a l'agrément qu'il demande, mais pas, on n'a pas le droit de partager. Hein. Ça, c'est très, Après, c'est qu'on a l'agrément national. et rappelle-toi, Michel, c'est la raison pour laquelle nous sommes orientés vers le volontariat franco-allemand, parce que d'une part, on était sûr d'avoir quelqu'un qui est intéressé par le franco-allemand, c'était un aspect important, et puis le deuxième aspect, c'est qu'il y avait une plus grande souplesse qu'un service civique tout à fait classique. Oui, là, en voyant, c'est beaucoup plus souple. Parce que faut vous dire que si vous faites en général, si vous êtes un comité,
vous avez de fortes chances de faire une demande d'un agrément régional. Et dans le cadre d'un agrément régional, vous allez être beaucoup plus limité au niveau de l'organisation de votre service civique. Si vous avez un agrément national, l'avantage, c'est nous, on gère beaucoup plus de volontaires et donc ça nous offre aussi un peu plus de liberté à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment la question qui peut se reposer à un moment ou à un autre. Voilà. Lara a peut-être des questions à poser puisqu'elle va commencer son service civique là, dans quelques jours. Moi, je voulais continuer aussi, c'était l'accueil d'un volontaire. Ça, c'est aussi quelque chose où ça apporte aussi un enrichissement pour tout le monde. Vous avez l'engagement, l'enthousiasme et la jeunesse. Vous allez vivre une expérience interculturelle qui est, dans le cadre du franco-allemand, qui est assez exceptionnelle aussi. C'est une ouverture vers l'international et l'Europe, surtout en ces moments où des fois c'est un peu plus compliqué. Et je disais que dans nos programmes à nous, on a tout ce qui est projet du volontaire, qui est aussi, c'est quelque chose où là le volontaire est vraiment jeune et libre de proposer et de développer son projet à lui. Ça peut vous servir, ça peut rentrer dans le cadre de ce que vous faites, mais ça peut être aussi un projet totalement différent qui peut être géré en autonomie, mais qui va apporter quelque chose au territoire. Donc ça, nous, c'est vraiment aussi un point d'orgue dans notre programme. Et aussi, ce qu'il faut voir après, c'est la mise en réseau que ça apporte. Le fait d'accueillir un volontaire allemand en France, ça vous permet d'avoir peut-être et de faciliter dans certains cas de la communication avec des partenaires allemands. Dans le cadre, des fois, il y a des jumelages qui meurent un petit peu ou qui s'endorment. Et le fait d'avoir un jeune de la commune partenaire ou de la région partenaire, ça permet d'avoir quelqu'un chez nous et de recréer ce lien de façon un peu plus vivante et de recréer un partenariat. Donc, et après, il y a aussi le réseau des structures qu'on essaye vraiment nous de mettre en avant, des différentes structures qui participent au programme. Et donc là, ça permet aussi de l'échange de compétences où les tuteurs se rencontrent, échangent aussi, créent des liens et des fois même arrivent à monter des projets franco-allemands qui n'étaient pas du tout prévus. Donc ça, c'est assez intéressant. Nous, c'est ce qu'on propose. Après, toutes les structures d'envoi ne le font pas. Donc, comme je l'avais dit, faut bien avoir en tête que le volontaire n'est pas une employée, ça ne remplace pas une employée, c'est vraiment un volontaire. C'est un accompagnement tout au long de l'année, que ce soit des fois aussi, c'est pas que professionnel ou pas que dans le cadre de la mission, c'est aussi dans le cadre personnel des fois. Il y a aussi, ça c'est important. Et après, il y a la question de la réciprocité où là, vous aussi, faut le voir comme une aide et que ça vous apporte quelque chose qui n'est pas quantifiable, mais qualitativement, ça apporte une certaine richesse aux projets et aux politiques qui sont mises en œuvre. Et après, il y a, comme j'avais dit, il y a la préparation de l'après-volontariat, que ce soit après 6 mois ou après 1 an. La question du bilan se pose. Il y a des bilans. Est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Comment on peut s'améliorer? C'est une année de formation. Donc là, c'est ce qu'on propose, nous, pour nos volontaires français. Ça va être des cours de langue s'il y a besoin. Après, on a des structures, par exemple, qui vont mettre à disposition pendant 1 semaine sous une forme de convention, sous forme conventionnée, leurs volontaires à disposition d'une autre association et qui va découvrir d'autres activités, d'autres projets. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables. Ça peut être aussi des formations. Nous, on a eu des cas de volontaires qui se sont formés sur les nouveaux outils
numérique. Comment on peut valoriser les activités dans un cadre de confinement au travers de la visio, comment on met en place la créativité, Ouais. c'est des choses qui sont envisageables. Ça s'est fait un peu par obligation cette année, hein, mais de toute façon, ça s'est nettement fait. Hein, je pense qu'Hélène, on connaissait déjà un peu la visio, mais plus à travers WhatsApp. Maintenant, elle navigue, que ce soit WhatsApp, que ce soit Zoom, que ce soit Meet, que ce soit Teams, elle navigue là-dedans très joyeusement maintenant. Donc, et les outils collaboratifs, on travaille énormément avec Google Suite, ce qui fait que elle peut faire un document chez elle que moi je peux corriger depuis chez moi ou en commun, etc. On travaille énormément avec tous ces outils collaboratifs et je pense que pour Hélène, elle pourra peut-être le confirmer ou l'infirmer, mais je pense que pour elle, ça a été une formation qui s'est faite tout à fait naturellement, mais qui s'est faite dans le concret de tous les jours. Hein. Donc voilà, moi c'est aussi quelque chose que je disais, c'était dans le cadre des comités de jumelage ou des rencontres. C'est vraiment une année de formation, donc des fois ça peut être aussi ça peut être une formation diplômante, par exemple, financée pour les besoins. Ça peut être financer un BAFA ou qu'elle passe ce type d'examen aussi. Dans ce cadre-là, ça rentre parfaitement dans le cadre du service civique. Hein. Et après, là, est-ce que c'est vous qui allez le financer ou simplement libérer le jeune une semaine le temps qu'il fasse cette formation qui pourra par la suite accompagner un camp d'été. Ça, c'est des choses qui rentrent pleinement dans cette année-là. Et après, il y a l'après. Des fois, il y a deux constatations. Soit vous avez vraiment un besoin d'un volontaire ponctuel pour un projet, ça va durer 6 mois, 1 an. Et après, il y a des structures, je pensais plus aux fédérations, où il y a peut-être là le besoin qui se renouvelle plus fréquemment, où là, faudra préparer aussi l'année suivante, d'où l'intérêt d'avoir un agrément aussi pour une durée de 3 mois, de 3 ans en général. Après, bien sûr, la mission peut un petit peu changer, ou même beaucoup changer d'une année sur l'autre, mais il y a ça à avoir aussi en tête. Vous avez des questions Il n'y a pas supplémentaires? d'autres questions pour l'instant sur le chat. Hein. Et donc voilà. Après, voilà, je vous mets quelques liens en général qui peuvent être utiles. Le site du service civique, l'OFAGE bien sûr, qui regorge de petites annonces en ce moment et même tout au long de l'année. Oui, juste pour indication, la directrice du service civique, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien dans le milieu franco-allemand, puisque c'est Béatrice Engrand, qui est l'ancienne secrétaire générale de l'OFAGE. Donc après, et des fois, je pensais encore vous pouvez regarder aussi au niveau de l'Union européenne, ils ont un site pour le volontariat européen, donc le SVE, qui est aussi une modalité. C'est un petit peu plus complexe. Après, ça ouvre d'autres avantages, notamment d'ouvrir, mettons, vous avez, comme nous, en Bourgogne-Franche-Comté, on a maintenant une coopération quadrinationale, où là, le volontariat franco-allemand n'est plus suffisant. Dans un premier temps, d'où ça se monte dans le cadre il y a des coopérations qui se montent dans le cadre du SVE. Parce qu'on a des jeunes qui viennent de Pologne et de République tchèque en plus. Après, dans tout ce qui accueille, l'accueil en France, ça peut se faire dans le cadre du service civique, mais pour de l'envoi, c'est des choses qui peuvent... et je pense qu'à l'avenir, les coopérations pas seulement binationales, mais à l'échelle européenne, se développent aussi pour de plus en plus de comités, où on voit que ça se développe, où c'est plus que un comité de jumelage franco-allemand, mais un comité des jumelages de la commune. On peut peut-être vous demander, Lara, d'intervenir maintenant pour nous parler un peu de votre projet. Oui, bonsoir, je m'appelle Lara et oui, j'ai déjà commencé mon service civique ou mon volontariat franco-allemand en septembre 2020.
à la ville de Nancy. Et oui, c'est ça. Et je viens de Ah Bonn, oui. en Allemagne. Oui, donc votre service civique, ça se passe, ou votre volontariat franco-allemand se passe comment? Oui, donc je travaille à la ville de Nancy dans le service des relations internationales. Et là, je fais des projets entre Nancy et sa ville jumelée Karlsruhe. Et j'organise aussi des projets franco-allemands où j'aide à l'organisation des événements européens, comme par exemple le Mai de l'Europe en mai 2021. Et oui, c'est ça. Et parfois, j'ai aussi la possibilité d'aller aux écoles et de soutenir les cours d'allemand. Oui, c'est ça. Et pour compléter ce que disait tout à l'heure Barbara, en effet, Lara qui va rejoindre son service civique à Saint-Brieuc viendra dans le cadre d'Erasmus. Elle fera un Erasmus puis un service civique en même temps. Mais par contre, dans le cadre du volontariat franco-allemand, est-ce que c'est possible de cumuler Erasmus et volontariat franco-allemand? Je ne suis pas sûr, par contre. Chez nous, non, parce qu'on part du principe que l'engagement de la mission de volontariat franco-allemand, c'est une mission à plein temps. Donc, à partir de ce moment-là, non, c'est pas, chez nous, c'est pas possible. Ben, merci. Alors, vous posiez la question, est-ce que ça a intéressé? Quand on voit les questions qui ont été posées, toutes assez précises, pour avoir l'habitude des mardis de la FAFA, je peux vous dire oui, ça a intéressé les gens. Alors maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'au niveau des unions régionales ou de la fédération en a déjà postulé, est-ce qu'au niveau des unions régionales, c'est soit service civique, soit volontariat, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? La réponse est Je oui pour peux. l'Île-de-France. OK. Excuse-moi Barbara, en effet, la Oui. réponse est oui pour l'Île-de-France, mais en faisant un partage, comme tu l'indiquais, Raymond peut-être est qu'une maison de l'Europe, et je pense à la maison de l'Europe des Yvelines. J'avais déjà eu cet échange en son temps avec sa secrétaire générale et il faut que je retourne vers elle pour voir si ça peut être envisageable, car l'activité même d'une union régionale, comme tu l'indiquais tout à l'heure, ne nécessite pas quelqu'un à plein temps pendant 12 mois. Mais en partage avec nos collègues de la Maison de l'Europe des Yvelines, ça peut être tout à fait envisageable. Dans les Ouais. Hauts-de-France, un jour, on avait réfléchi sur une possibilité de ce genre. Euh, Par contre, on n'a pas encore trouvé de solution vraiment pour trouver un endroit pour un ou une volontaire. On aurait pu trouver probablement un endroit, mais on n'aurait pas pu l'accompagner sous forme de tutorat en présentiel à cet endroit parce qu'il y avait beaucoup de déplacements pour y arriver. Donc, on n'a pas encore trouvé de solution qui puisse convenir à tout le monde pour les Hauts-de-France. Et louer un bureau près d'une grande ville, ça coûte quand même relativement cher. Oui, alors d'abord, merci pour cette réunion et toutes ces informations. Ouais, ça m'a montré effectivement à quoi ça peut servir, entre guillemets, et toutes les missions possibles de ça. Je trouvais cette partie très, très intéressante. Donc, comme dit Barbara, effectivement, enfin bon, l'idée me convainc. Et effectivement, il faut chercher un partenaire, je pense, avec qui partager, un lieu d'accueil. Bon, j'entrevois des choses parce qu'au niveau de Rennes, notre siège social, c'est la Maison internationale, qui est une structure, c'est un organisme. Mais bon, je ne voudrais pas aller plus loin. Et, par contre, j'ai vu récemment, lors de mes démarches associatives, que, par exemple, le comité de jumelage avec Sibiu en Roumanie partage un volontaire avec une autre association. Hein, donc, je pense que ce genre de choses peut exister et éventuellement, je demanderai à Benoît s'il y a un organisme plus près de la Bretagne qui rend les services que vous faites. Moi, je pense à Gwenili, je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont à Quimper.
Hein, et bon, éventuellement, je demanderai de pouvoir vous communiquer mes questions à ce sujet-là. Il n'y a pas de souci, je pourrais vous répondre à vos questions. Il y a pas, faudra pas hésiter. Hein, Écoutez, Benoît, un grand, grand merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Personnellement, je suis bien content de cette réunion parce que je vois la différence, parce qu'on a tendance à mélanger le service civique et le service volontaire. Je vois qu'il y a un gros décalage, notamment dans le système même du fonctionnement et de la tuteur. Et ce qui est important, c'est l'agrément et le tuteur. Et je crois que c'est intéressant parce que quand j'irai à la formation corps tuteur, puis c'est obligatoire, il faut 2 fois minimum par an, voire 1 fois, et ben ça me permettra de dire, de montrer cette expérience que entre le volontaire franco-allemand et le service civique, il y a quand même beaucoup plus de souplesse côté volontaire franco-allemand que le service civique. Ça, il faut reconnaître que là, ça m'a permis de voir quand même une bonne différence. Merci. Est-ce que vous avez encore d'autres remarques, d'autres questions? Moi, c'est Elisabeth. Bonsoir. Oui. Je voulais poser une question à Lara. Je vais tutoyer Lara, si elle le permet. Tu as dit que tu travaillais, que tu préparais donc une mission pour la ville de Nancy, c'est bien ça? Et notamment, tu prépares quelque chose pour la journée de l'Europe. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu prépares exactement? Ça me donnerait aussi des idées pour Meudon. S'il te plaît, merci. Oui, donc c'est pas moi personnellement qui prépare une action ou un projet, mais je soutiens ou j'aide avec l'organisation des projets proposés par différentes associations européennes ou nancéennes. Et comme ça, dans mon service, nous préparons le programme et le calendrier de l'Europe. Mais moi, je propose rien, personnellement. Merci. Hélène, tu peux dire par contre toi ce que tu as préparé pour l'Europe? Le quiz Europe, c'est ça? Quiz Europe et puis tu as les Oui. fresques aussi, il y a 2 choses. Oui, donc on a préparé le quiz Europe pour des collèges pour les élèves à partir de 14 ans. Et aussi, on a fait avec la Maison de l'Europe un projet avec des collèges aussi sur le thème... Un défi pour la paix. Oui, c'est ça. Et les classes du collège, ils vont faire des fresques et on envisage de les exposer au 8 ou 9 mai avec la fête de l'Europe. En fait, l'idée, c'est de faire le lien entre 8 mai, fin des hostilités, et 9 mai, enfin pas création, mais l'identification de l'Europe, la mise en route de l'Europe. Faire la passerelle entre les deux. L'idée, elle est partie de là-dessus. Donc, alors en effet, c'est les élèves c'est cycle 3, donc c'est CM1, CM2 et 6e, qui font donc une fresque sur le thème de la paix, mais à travers les énergies renouvelables, vecteurs de paix en Europe. Ouais. Voilà, je crois que c'est ça. Hein, et le développement durable. Développement durable, c'est pas les énergies renouvelables, excuse-moi. Développement durable, vecteur de paix. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Les jumelages, on a proposé qu'ils interviennent en partenariat avec les associations d'anciens combattants dans les classes pour les inciter à faire les fresques. Pour inciter les jeunes à faire les fresques et puis leur parler de la paix d'une façon autre que ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Voilà. Merci Raymond. Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions, d'autres idées, d'autres propositions, d'autres questions? Sinon, de toute façon, on n'est pas loin. D'ici pas trop de temps, vous trouverez également cette soirée sur notre canal YouTube.
Donc, un tout grand merci à Benoît. Benoît, on vient de faire connaissance, mais je suppose qu'on restera certainement en contact et on se réjouirait de vous voir également à l'occasion de notre congrès à Saint-Brieuc avec un stand pour informer tous les adhérents et non-adhérents qui seront présents à ce moment-là. Et lors Un d'une tout grand merci. présentation, dans une des nombreuses tables Et on rondes. renouvelle la proposition qui était de faire une rencontre des volontaires franco-allemands parallèlement au congrès. Merci Benoît. Voilà. Merci Benoît. On se retrouve maintenant le 9 mars. Alors d'abord le 8 mars, et je vais laisser la parole à Ulrike pour annoncer sa conférence. C'est donc la conférence, c'est la Journée internationale des femmes. Et on avait des projets en Bretagne qu'on a dû reporter. Donc finalement, on se retrouve à 3 comités de jumelage à avoir eu cette idée-là de faire une conférence avec Ansert sur le sujet de la femme, mythe et réalité en Allemagne. Enfin, femme allemande, mythe et réalité, pardon. Dès que Hans approuve complètement, c'est de faire ça par un Zoom national. Donc j'attends avec impatience un lien. À 18h avec possibilité de se manger un petit peu avant, le lundi 8 mars. Et dans les autres informations, les mardis de la FAFA prennent une petite pause pendant les vacances scolaires et on reprendra le mardi 9 mars avec normalement une conférence sur le droit à l'image. Parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup nos jumelages aussi de savoir quel est l'usage, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, ça sera normalement le thème de la réunion du 9 mars prochain. Voilà, à 20h, dans le mardi de la FAFA. Très bien. Parfait. Merci Benoît, hein. Merci beaucoup pour cette présentation. Hein. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir participé et à la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.